Aujourd'hui, mon invitée sur ce podcast est une dirigeante et aussi assurément une entrepreneuse. Et je ne doute pas que ces responsabilités professionnelles que je vais vous présenter dans un instant doivent occuper une bonne partie de son temps et de son esprit. Mais elle a toujours eu le souci de concilier tous les aspects de sa vie en trouvant les bons appuis, les bonnes ressources pour s'entourer. C'est peut-être la raison pour laquelle il émane d'elle beaucoup de sérénité, celle aussi des personnes qui ont rencontré des épreuves et s'en sont sorties par le haut et renforcées. Bonjour Marie-Hélène Dick. Bonjour Bruno. Marie-Hélène, tu es la présidente de Virbac, un laboratoire pharmaceutique vétérinaire qui emploie 5600 personnes et réalise un chiffre d'affaires de 3 milliards d'euros, dont 90% à l'export. C'est intéressant de le souligner. 1,3 milliard. 1,3 milliard, pardon. 1,3 milliard. Bon, alors... 3 milliards, j'espère. Ça va venir. T'es une entrepreneuse, non? Exactement. Voilà. Ta famille est majoritaire au capital. C'est donc une entreprise familiale, même si elle est cotée en bourse depuis 40 ans. Mais tu es aussi présidente de Panpharma, un laboratoire d'Humaine cette fois-ci, qui est spécialisé dans la production de médicaments hospitaliers, notamment des injectables, et tu aimes ajouter généralement critiques pour sauver des vies. Et là, Panpharma réalise, j'espère que je ne me trompe pas cette fois, 160 millions d'euros avec 600 personnes qui y travaillent. C'est une entreprise aussi très internationale et 100% familiale. Tu es la présidente de la fondation Virbac. Et aussi, alors ceux qui nous écoutent et qui vivent l'entreprise familiale comprendront l'enjeu de cette instance, tu présides le conseil de famille, la famille Dick. Et comme si cela ne suffisait pas, tu es administratrice de Beneteau, le constructeur nautique. Comme je le disais tout à l'heure, pour mener à bien toutes ces activités, tu as toujours le souci de t'entourer. Ton mari Pierre est très impliqué à tes côtés sur les 2 entreprises et ensemble, vous avez 4 enfants. Exact. Avec toi aujourd'hui, outre t'entendre raconter ton parcours d'entrepreneuse et dirigeante, nous allons parler esprit d'équipe, l'une de tes préoccupations majeures. Et puisque pour constituer une belle équipe, il faut aussi recruter les bonnes personnes, j'aimerais que tu nous dises tout à l'heure comment tu t'y prends concrètement pour recruter ces bonnes personnes avec lesquelles vous voulez travailler. Alors Marie-Hélène, nous partageons au moins 2 choses en commun, c'est avoir fait des études vétérinaires et ne plus exercer la médecine, la pratique vétérinaire depuis longtemps. Alors, ça me démange de te poser la question qu'on me pose régulièrement à moi. Est-ce que tu ne regrettes pas d'avoir arrêté la pratique vétérinaire ? La réponse est non, parce qu'effectivement, en fait, j'ai choisi de me former au métier de vétérinaire pour faire de la recherche. Donc, c'était finalement une formation scientifique. Mon père m'avait dit, écoute, voilà, entre pharma, l'université ou médecine, finalement, vétérinaire, bon, il y a le passage de la classe prépa qui est compliqué. Ton père était véto, Mon père était effectivement vétérinaire, mais voilà, ça donne une bonne base généraliste, et c'est ce que j'ai fait. Et donc, effectivement, tout de suite après être sortie de l'école vétérinaire, j'ai travaillé pour l'Institut Pasteur, voilà, dans la recherche pendant 2 ans. Et je me suis vite aperçue qu'en fait, je m'étais bien trompée. Et effectivement, ce n'était pas ça. Et donc, je dirais, le virus de l'entreprise était très fort puisque effectivement, j'avais un père entrepreneur et toute ma vie, voilà, j'avais eu cette bel exemple qui m'avait vraiment inspiré devant moi. Et je me suis dit, allez, je vais me former au management, au business. Et donc, j'ai fait un MBA, en l'occurrence le MBA d'HEC, qui a été, je dirais une révélation. J'ai adoré cette formation, effectivement, qui est très vaste, en finance, en ressources humaines, en marketing, etc. Voilà. Et suite au MBA, classique, quand on a une double formation scientifique et MBA, j'ai commencé ma carrière, voilà, à 25-26 ans, dans l'industrie pharmaceutique, comme chef de produit. Donc chez Virbac, d'emblée ? Non, pas chez Virbac, effectivement. Je voulais être indépendante, et je me destinais, je dirais, à une carrière, je dirais, internationale, voilà. Et puis effectivement, la vie en a décidé autrement, puisque, je dirais, un petit peu du jour au lendemain, c'était un 1er mai, 1980.
92. Donc mon père est décédé brutalement sur son bateau, voilà, d'une crise cardiaque. Et je dirais, il avait quel âge? Effectivement, outre naturellement la douleur d'une fille, j'avais 27 ans. Et lui? Lui avait 55 ans. Ah oui. Donc effectivement, il était très jeune. Je dirais, ma vie effectivement, je dirais, elle a basculé, puisque voilà, j'étais une jeune femme, je devais me marier un mois après, voilà, je démarrais ma carrière, etc. Et puis voilà, tout d'un coup, on a dû effectivement faire face, parce que effectivement, mon père, que ça soit d'ailleurs au sein de notre famille, on était aussi, je dirais, 4 frères et sœurs, mais dans l'entreprise Virbac était, je dirais, le patriarche, le maître absolu, le fondateur, vraiment le personnage charismatique, et que ça soit naturellement dans ma famille ou au sein de l'entreprise, voilà, tout le monde s'est retrouvé du jour au lendemain orphelin. Et effectivement, Virbac à l'époque, c'était une société, déjà une belle ETI, comme on dirait. Voilà, à l'époque, ça pesait 1 milliard de francs, donc ça faisait en gros 150 millions d'euros de chiffre d'affaires, 1000 personnes. 50% du capital était déjà coté en bourse. Donc voilà, donc c'était déjà une belle entreprise. Et naturellement, tout le monde nous a dit, voilà, c'est le moment de vendre. Vous savez, la pharma, petit à petit, voilà, ça va être une affaire de gros. Donc vous n'aurez plus de place dans ce marché. Vous n'avez plus de place, vous n'avez pas la taille critique. Et puis voilà, et puis Virbac, sans son fondateur, je dirais, ça ne vaut plus rien. Voilà, donc tous les banquiers nous ont vraiment poussé à arrêter. Et je dois dire que même au sein de l'entreprise, voilà, comme les gens étaient orphelins, ils doutaient. Voilà. Et j'avoue que pas une seconde, je dirais, ça m'a traversé l'esprit de vendre l'entreprise. Ça a été vraiment comme une évidence qu'il fallait continuer le chemin. D'abord par respect pour mon père, que j'avais vu effectivement travailler avec passion toute sa vie. Mon père était partir de rien, hein. Il a vraiment fondé cette entreprise, je dirais from scratch, comme on dit, avec les moyens du bord. Et puis effectivement, en fait, j'avais l'âme d'un entrepreneur. J'avais été formée, j'avais la formation idéale. Certes, j'étais complètement inexpérimentée, mais bon, voilà, vendre, pourquoi faire? J'aurais refait une autre entreprise derrière. Donc je me suis dit, elle est là, autant faire avec. Mais tu as pris cette décision donc avec tes frères et sœurs à un moment très fort en émotion, parce que vous veniez de vivre un deuil très subit, vous n'étiez pas du tout préparé à ça, et en quelques semaines, vous avez décidé de continuer l'aventure. C'était même pas une hésitation. En fait, ça n'a même pas été une décision. Il n'y a même pas eu à le décider. Pour moi, ça a été une évidence, il fallait continuer. Et effectivement, très vite, et d'ailleurs mon mari, naturellement, qui était lui aussi chef d'entreprise, que j'ai connu pendant le MBA, qui avait sa propre entreprise, son propre parcours, voilà, naturellement m'a incité à le faire. Et puis voilà, j'ai entraîné rapidement mes frères et sœurs, et il n'y a pas eu de sujet. Et je dirais même que voilà, le fait que toutes ces personnes, que les banquiers, etc., nous disent, oh là là, surtout vous n'y arrivez pas, blablabla, ça nous a au contraire, je dirais, galvanisé. Excellent. Merci aux banquiers. Exactement. Et je dirais, ça a été, mine de rien, un moteur pour moi, dans toute ma carrière, de montrer que, je dirais, une entreprise familiale, même dans un monde de géants international. Carrément, la pharmacie, on se demande aujourd'hui s'il y a encore une place pour une entreprise qui fait 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Exactement, et c'est vrai que, je dirais, quand on regarde le paysage en 30 ans, beaucoup de laboratoires pharmaceutiques se sont vendus, ont été rachetés. Mais voilà, je voulais montrer que c'était possible, et ça l'est. Alors, encore une fois, en suivant un certain nombre de voies qui sont peut-être pas les mêmes que les gros pharmaceutiques, mais il n'y a pas une voie pour y arriver. Et ça m'a conforté aussi dans le fait que quand on est, je dirais, déterminé, même certes plus petit,
Je veux dire, on y arrive. Et ce que je veux dire, et d'ailleurs, quand on regarde, je dirais, les grands changements dans le monde, on se dit, c'est souvent finalement une poignée d'hommes et de femmes hyper déterminés qui ont arrivé à faire changer les choses. Et voilà, et moi j'en suis persuadée, c'est ce qu'on est arrivé à faire, et c'est ce qu'on continuera, et notre force, que ça soit aujourd'hui chez Virbac et Pharma, justement, c'est les hommes, et le fait que certainement, chez nous, il y a il y a davantage peut-être d'engagement, etc. Alors, et c'est ce qui fait, voilà, c'est ce qui réellement fait on va en parler tout à l'heure. Je reviens à ce moment de non-décision, ou plutôt d'évidence. Tu as 25 ans, certes, tu es doublement diplômé scientifique et MBA, donc préparé sur le diplôme, mais quand même pas trop dans l'expérience. Alors concrètement, reprendre le flambeau, ça s'est traduit par quoi ? T'es devenue la DG de la société, t'es devenue quoi, présidente du conseil, qu'est-ce qui s'est passé? Concrètement, ça a été quoi l'acte posé pour reprendre la suite? Voilà, non, donc concrètement, on s'est dit, non, je suis complètement inexpérimentée, donc ça serait pas bien pour l'entreprise. Que tu sois la dirigeante exécutive. Que ça soit la dirigeante opérationnelle. Voilà. Donc il y avait une équipe en place avec mon père, et donc on a promu, j'allais dire, cette équipe. Ah oui. Voilà, donc on leur a donné, je dirais, la direction opérationnelle, et on a créé un conseil de surveillance. D'accord. Où je suis rentrée ainsi que mon mari. Et par ailleurs, j'avais 2 frères qui étaient plus jeunes que moi, qui travaillaient dans l'entreprise. Alors pas au niveau de la direction, mais qui travaillaient dans des filiales et qui nous remontaient un certain nombre d'informations. Alors je dois dire que en fait, on a pris, j'allais dire, le pouvoir petit à petit. Au départ, on était un peu timide, on n'osait pas, on était impressionné par l'entreprise, ce qu'elle représentait, par les dirigeants qui nous avaient connus enfants, quoi. Et donc vous receviez de l'information, mais point. Il n'y avait pas de valeur ajoutée de ce conseil apporté aux dirigeants exécutifs. Vous vous informiez de la suite des affaires. Clairement non. Et ce qu'on s'est vite aperçu, c'est qu'effectivement, au bout de quelques années, la gouvernance n'était pas suffisamment claire, parce qu'effectivement, les dirigeants s'adressaient à la fois à mes frères qui étaient dans l'entreprise, au conseil, à moi-même, au conseil de famille. Donc, on n'avait pas clarifié les choses, et ils effectivement, ils jouaient là-dessus. Et effectivement, au bout de quelques années, l'entreprise au départ était, je dirais, sur la lancée de mon père. Et au bout de 4-5 ans, elle a commencé un petit peu, je dirais, à péricliter. On s'est pris, je dirais, la concurrence, qui nous ont balayé sur quelques marchés clés. Et je dirais, au bout de 5 ans, le dirigeant de l'époque est venu nous voir et nous a dit, écoutez, franchement, là, je crois qu'on est un peu foutus. On s'est fait balayer sur une de nos grosses activités. Je crois qu'effectivement, il vaudrait mieux vendre, etc. Voilà. Deuxième fois qu'on vous incite à vendre. Une deuxième fois. Et là, en fait, ça même chose. Réveiller Exactement. Souvent, les obstacles, je dis souvent, en fait, ça, c'est souvent salvateur. Oui. Ça nous a réveillés et on s'est dit, attends, on veut comprendre. Et donc, en lien d'ailleurs avec le management, on a dit, on veut faire une étude stratégique approfondie. Voilà. Donc, on a pris ensemble un cabinet et on a travaillé ensemble. Et ça a été très bien parce que là, on a vraiment travaillé aussi. C'est là que vous avez commencé à remonter un peu les manches, vous les surveillants. Oui, voilà. Donc on est rentré, on a travaillé avec eux. Et donc ça a été vraiment une étude très approfondie pendant 9 mois. Et en fait, la conclusion de tout ça, c'est que oui, bien évidemment, il y avait des voies de développement pour une société indépendante. Et donc l'horizon, je dirais, c'est éclairci. On savait mieux qu'est-ce qu'il fallait faire. Et du coup, avec cette feuille de route, on s'est dit, maintenant, il est temps de reprendre le pouvoir. Ça va être difficile avec
la personne qui était en place, encore une fois, qui nous avait connus jeunes, qui nous trouvait peut-être illégitimes, etc. Donc on s'est dit, allez, maintenant, il faut un dirigeant à nous. Et donc on s'est dit, finalement, le système de management extérieur, ça marche bien. Voilà, on a des professionnels. Donc continuons dans ce schéma-là. Et puis après, j'en parlerai plus tard, mais par ailleurs, je dirigeais aussi Panpharma. Voilà. On en parlera. Donc donc on a fait les choses bien, mais on a recruté effectivement quelqu'un de un l'extérieur, manager effectivement à l'extérieur pour mener cette nouvelle stratégie. Il fallait créer une rupture, un genre de rupture. Exactement. Et du coup, on s'est dit, il faut être beaucoup plus clair dans la gouvernance. Et là, voilà. Donc j'ai pris, je dirais vraiment la présidence du conseil, en l'occurrence de surveillance. Oui. On a dit aux dirigeants, voilà, maintenant, vous ne parlez, entre guillemets, voilà, qu'à Marie-Hélène, qui représente le conseil de surveillance, qui représente aussi la famille. À l'époque, donc, mon frère Jean-Pierre, qui était aussi vétérinaire MBA, a souhaité sortir de l'entreprise. Pour justement se destiner, vivre sa passion de voile, à être skipper professionnel. Et finalement, voilà, donc ça a été aussi une chance, je dirais, pour lui. Et il a fait une carrière phénoménale. C'est sûr. Aussi sous les couleurs de J'ai les Virbac. bateaux sous les yeux, là, affichés au mur, Virbac. Voilà. Magnifique. Et effectivement, peut-être 2-3 mots sur Jean-Pierre. On peut faire une petite... Non, mais Jean-Pierre, oui. Effectivement, donc il avait 38 ans et il s'est dit, finalement, moi, voilà, j'ai une passion. L'entreprise, finalement, n'est pas ma passion. Il l'avait peut-être fait aussi par devoir. Et donc, alors qu'il n'avait jamais, je dirais, traversé l'Atlantique, il est parti dans ses courses de bateau, oui. et il a gagné énormément C'est vrai qu'il a... Il a un super palmarès. Ouais. Et effectivement, donc Virbac l'a aidé, a été un co-sponsor. C'était d'ailleurs des budgets tout à fait à l'époque, raisonnables. Oui. Et ça a été formidable aussi pour l'entreprise. Pourquoi ? Parce que d'abord, ça a fait... beaucoup de gens ne connaissaient pas Virbac parce que, comme on dit, c'est du B2B. Oui, c'est ça. Nos clients, c'est les vétérinaires. Ah, oui. Donc, ça a fait connaître l'entreprise. Et puis, pour les collaborateurs, c'est une fierté phénoménale d'avoir Jean-Pierre, qui était l'actionnaire majoritaire, comme skipper. Voilà, donc il a entraîné tout le monde. Un bel ambassadeur de l'entreprise. Voilà, il a entraîné tout le monde dans ses exploits. Et aussi pour la famille, ça a été extraordinaire parce que les enfants de la 3e génération ont connu aussi beaucoup l'entreprise à travers le bateau. Ah, oui. Donc c'était plutôt fun. Ah, oui. Et puis on allait toutes les familles, on allait au départ. Voilà, quelle fierté. Ah, oui. Ça nous permettait aux enfants de connaître les collaborateurs, les clients. Et donc effectivement, on en parlera peut-être tout à l'heure parce que moi j'ai une passeuse. Ce que j'essaie effectivement de créer, c'est une continuité. On a déjà transmis toutes ces sociétés, voilà, à la 3e génération, et on espère que ça va durer. Et c'est vrai que créer une espèce de saga familiale, c'est ce qu'il faut essayer de faire, quoi. Oui. Et je dirais, c'est un liant énorme, une source de fierté. En dehors, je dirais, de l'entreprise. Et aujourd'hui, donc Jean-Pierre, voilà, au bout de 17 ans de carrière, naturellement, a arrêté, après 4 Vendée Globe. J'imagine qu'il continue de naviguer quand même. Voilà. Mais on essaye justement de continuer à créer cette saga, mais pas facile. J'allais dire, voilà, de créer comme ça, je dirais, des événements, des émotions familiales. Alors, on est en train de créer une fondation, etc. Mais c'est des éléments forts qui peuvent vraiment aider et contribuer, ou encore une fois, les jeunes générations se disent, mais finalement, la famille, c'est quand même sympa, il se passe des choses, j'ai envie, voilà, d'en faire partie. Oui, ça se travaille, ça se prépare, ça se nourrit, c'est pas automatique, voilà, ça s'entretient. Et alors, donc, tu es aussi la présidente de Panpharma. C'est comment Panpharma est arrivé dans le dispositif? Donc là, c'est de la médecine, de la pharmacie humaine. C'est ton papa aussi qui avait créé. Alors effectivement, donc en parallèle de Virbac, mon père était en train de créer un petit laboratoire pharmaceutique avec différentes activités qu'il avait rachetées.
Donc quand il est décédé, même question, qu'est-ce qu'on fait de Panpharma? Voilà, qu'est-ce qu'on fait de Panpharma? Et voilà, avec mes frères et sœurs, on s'est dit bon, écoute, occupe-toi-en, essaie de comprendre d'abord la société, parce qu'en fait, ils nous en parlaient pas beaucoup. Voilà, donc je m'y suis attelée. Et en fait, ça a été très très formateur parce que c'était, je dirais, une espèce de start-up avec différentes activités que j'ai rapidement structurées. Et chaque activité, il y avait à la tête, je dirais, des patrons qui confondaient parfois, je dirais, leur poche personnelle avec l'entreprise. Voilà, il a fallu m'en séparer. Et puis, effectivement, on s'est dit avec mes frères et sœurs, bon, à un moment donné, comme il faut quand même payer les droits de succession, même si mon père avait déjà organisé la succession. Et ça a été d'ailleurs une très bonne chose puisque ça nous a permis de conserver l'entreprise. Bon, il fallait quand même payer un certain nombre de droits de succession. Donc, à un moment donné, bon, après restructuration, on s'est dit, bon, bah, on vend la dernière petite entreprise qui était Panpharma. Et en fait, un mois, je dirais avant la vente, à des Américains, donc l'entreprise a entièrement brûlé, en particulier donc l'usine. Et à l'époque, effectivement, l'usine fabriquait 100% des produits. Toute la production terminée. Voilà, toute la production terminée. On n'a jamais su. Bon. Voilà ce qui s'était réellement passé. Bon, enfin bon, de toute manière, c'était pas le souci. Voilà, donc pendant là aussi quelques semaines, on jette l'éponge, quoi. On jette l'éponge parce qu'on se dit, voilà, bon, qu'est-ce qu'on va aller reconstruire, surtout qu'on n'était pas bien assuré. Voilà. Reconstruire puis, à un moment où on se demandait même si on allait vendre, donc effectivement. Exactement. Donc c'est vrai que la logique aurait été, comme on dit, on plie tout, on licencie. Il y avait 80 personnes à l'époque. Et on se concentre sur Virbac. On descend à Nice, etc. Mais en fait, j'ai fait complètement autrement, puisque effectivement, je me suis dit, non, je peux pas laisser ça. En fait, c'est un super challenge. Et je me suis dit, mais finalement, j'ai rien à perdre que d'essayer de repartir. Mais quelle était la part de loyauté et la part de challenge? En fait, non, il n'y avait pas de loyauté là. Non, il y avait le challenge. Et surtout aussi le fait que pendant, je dirais, 3-4 ans, le fait de, je dirais, j'étais aux commandes de l'entreprise, avec des équipes, j'ai vraiment pris goût à être, je dirais, numéro 1 de l'entreprise. Ah oui. Enfin, je veux dire, Virbac, je veux dire, il y avait des équipes en place. Oui, c'est ça, tu étais au conseil de surveillance, mais pas dans l'exécutif. Exactement. Et là c'était pas le cas. Là, j'étais opérationnel et je me suis dit, moi aussi, j'ai envie de montrer vraiment que je peux arriver aussi à développer une entreprise. C'est ça que j'aime. Et je me suis dit, finalement, j'ai pas grand-chose à perdre. Et ensuite, ce qui a joué, c'est que, comme je vous l'ai dit, mon mari était aussi entrepreneur et sa spécificité, c'est de reprendre des entreprises en difficulté. Et à Nice, il n'y a pas d'entreprise. Voilà, on est dans le tourisme. Donc, pour lui, il n'y avait pas de possibilité d'avoir une vie professionnelle à Nice. Voilà, donc j'allais pas l'entraîner puisque, voilà, donc on s'est dit, finalement, Nice n'est pas un choix. Donc d'ailleurs, on est finalement resté à Paris où voilà, chacun faisait des allers-retours. Et voilà, donc finalement, je me suis dit je conserve la présidence de Virbac, mais j'ai aussi Panpharma en parallèle. Donc je suis arrivé à mener, je dirais, les deux entreprises. Et en combien de temps la production a redémarré après l'incendie? Voilà, et finalement, donc on est reparti avec une quinzaine de personnes. On a mis une grosse partie en chômage technique. Certaines, on a dû s'en séparer. Donc on a réalisé l'exploit de repartir au bout de 18 mois, ce qui serait complètement impossible aujourd'hui. En reconstruisant une usine ou en reconstruisant une usine de rien. Alors, donc ça a été pas avec, je dirais, l'usine dernier cri. On a fait avec les moyens du bord, avec des moyens limités, mais voilà, on est arrivé à aller convaincre des banquiers de nous prêter de l'argent, certains aussi fournisseurs qui nous ont fait des avances. Bon voilà, donc K1, voilà, on est reparti et en fait très rapidement après,
On a aussi racheté 2 autres sociétés en difficulté. Donc, on a pu racheter, c'était aussi des usines, une en Allemagne et une autre en Bretagne. Dans l'univers Panpharma. Hein. Dans l'univers Panpharma, toujours donc les médicaments injectables essentiels, voilà, pour compléter notre offre. Et là aussi, c'était des sacrés paris parce que les entreprises là qu'on a rachetées, elles perdaient de l'argent, mais c'est comme ça d'ailleurs qu'on a pu les racheter parce qu'on n'avait pas beaucoup de moyens, mais voilà, on a fait des paris et ce sont des paris qui ont bien marché. Mais c'est clair que je dirais quand on est petit, quand on n'a pas grand-chose à perdre, souvent, j'allais dire effectivement, on prend des risques bien plus grands que voilà quand on est installé, etc. On a peur de perdre ce qu'on a construit ensuite. Exactement, voilà. Et donc voilà, donc on est reparti très rapidement avec 3 usines. Et voilà, depuis, je m'emploie à développer cette société. C'est pas facile là aussi, parce que effectivement, on est petit parmi. C'est encore plus gros dans l'humain, non ? Voilà. Mais comme Virbac, en fait, on est très international, parce qu'effectivement, les usines ça coûte cher, et la France, ça représente en gros 5% du marché mondial. Donc forcément, on est obligé d'aller à l'international. Mais effectivement, la spécificité de Panpharma, excusez-moi, c'est des médicaments stériles. Donc, les contraintes réglementaires extrêmement strictes demandent des moyens très, très, très importants. Avec souvent, donc nous, on est sur des médicaments plutôt génériques, essentiels. Donc, il n'y a pas trop de recherche, de coûts de recherche pour Panpharma, ce qui n'est pas vrai pour Virbac, je pense. Exactement, voilà. Donc, souvent, les prix, les marges sont extrêmement tirées. Et voilà, donc, nous, en fait, il faut rester compétitif. Voilà, avec les normes françaises, européennes, dans un marché extrêmement régulé, réglementé. Oui, mais sur les prix, c'est régulé en France, mais pas forcément à l'export. Non, mais vous avez la concurrence qui les régule, surtout que souvent on est sur le marché hospitalier. Donc partout dans le monde, ce sont des appels d'offres. Et donc c'est souvent le prix compte énormément. Voilà, donc quand c'est pas je dirais les États qui modulent les prix, c'est la concurrence et souvent effectivement acharné. Alors, tu viens de nous raconter un début de carrière quand même pétaradant. Il s'en est passé à toute vitesse. En plus, je crois avoir compris que tu t'es marié 1 mois après le décès de ton papa et il a fallu en même temps décider pour l'avenir de Virbac. Et puis, vous avez eu des enfants assez rapprochés quand même. Donc, comment tu as pu gérer tout ça ou comment tu t'organises dans ta vie pour assumer ces fonctions professionnelles, familiales, sociales ? C'est quoi ton secret, Marie-Hélène ? Effectivement, ma grande fierté, c'est d'avoir pu tout mener. Donc, à la fois, effectivement, une vie professionnelle, on l'a compris, très riche, très prenante, mais absolument passionnante, mais aussi une vie de femme équilibrée, où effectivement... j'ai eu 4 enfants très rapprochés, puisque un chaque année, donc 4 en 4 ans. À chaque fois, mon secret, c'est que d'abord, je suis déterminée, apparemment, oui. très engagée, passionnée, je dirais. Et donc, je connais bien mes priorités. J'ai aussi, je pense, une bonne santé. Voilà, une bonne santé aussi, un bon équilibre. Une bonne hygiène de vie, sans doute aussi. Une bonne hygiène de vie, voilà, je fais très attention à mon sommeil, j'essaye de bien manger, de continuer à faire du sport, de voir des amis. Et puis la clé, c'est l'organisation et puis c'est surtout, à chaque fois, de me faire aider par des équipes, je dirais de talents en qui j'ai confiance et effectivement auquel je donne pas mal d'autonomie et voilà, que ça soit dans les entreprises mais aussi dans ma vie personnelle. C'est vrai qu'avec mon mari on a toujours formé je dirais un bon duo dans notre vie personnelle mais aussi professionnelle
Et puis, Un effectivement. duo de personnes qui s'entraident mutuellement. Exactement. Et puis, personnel, voilà, j'ai eu des filles au père, j'ai eu des nounous. Bon, même si effectivement, ça remplace pas, mais au ça moins remplace pas. Une partie du travail est Et fait. effectivement, tous les week-ends étaient consacrés 100%, je dirais, à nos enfants, et toutes les vacances aussi à nos enfants exclusivement. Donc, on dit souvent la qualité plutôt que la quantité. Mais j'avoue que dans notre cas, il me semble que ça a été le cas. Oui. Alors, en préparant cet épisode, on a pointé un sujet qui semble te tenir à cœur, c'est l'esprit d'équipe. C'est ça que tu mets autour de toi. Alors, tu veux bien nous dire un peu qu'est-ce que ça veut dire pour toi et comment concrètement tu soignes cet esprit d'équipe j'imagine, chez Panpharma et Virbac. Effectivement, on le sait, l'entreprise c'est une aventure humaine et c'est avant tout ce qui fait la différence, c'est les hommes et les femmes. Et de plus en plus, je veux dire que l'entreprise c'est une équipe. Pourquoi de plus en plus ? Parce que je dirais nos métiers de plus en plus, on a besoin d'expertise, de spécialisation. C'est compliqué. Et donc forcément, on a besoin d'équipes de plus en plus étoffées qui travaillent en transverse. Je dirais, moi, je le vois bien pour prendre la plupart de mes décisions. C'est pas un one shot et Marie-Hélène qui décide. Non, c'est souvent une construction collective, mais avec 2-3 services minimum. On est très loin. Je me rappelle, mon père avait un peu une devise qui était c'est les ventes qui priment et la production et la tendance suivra. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Bien évidemment, la première ligne et les ventes sont clés, mais après voilà, la production, la supply chain, ce sont des métiers en soi extrêmement importants, et voilà. Donc on a besoin vraiment tout d'un collectif pour prendre les meilleures décisions. Ça commence par recruter. Alors qu'est-ce que tu fais de particulier pour soigner les recrutements des collaborateurs ? Alors effectivement, ce qui est important, d'abord, c'est d'avoir des gens de talent. Qui ont une certaine expertise, des gens doués. Ça, c'est, je dirais, la base. Bon, mais ça ne suffit plus aujourd'hui. On a besoin, de talent, mais aussi ce qu'on appelle les soft skills sont tellement importants, et en particulier, justement, je dirais, l'esprit d'équipe. Et ce qu'on a besoin aussi chez nous, et d'ailleurs, on le sélectionne comme ça, ce sont des gens, j'allais dire, raccords, entre guillemets, avec nos valeurs. Ça veut dire quoi ? C'est un sujet, ça. Comment est-ce que dans un processus de recrutement, on arrive à vérifier ça, s'accorder là-dessus ? C'est pas simple, hein ? C'est pas simple, tout à fait. Mais j'allais dire, justement, par exemple, ce qui est important pour nous, c'est d'avoir des gens qui s'engagent, qui soient motivés, qui travaillent beaucoup, et en particulier lors de coups durs, qui travaillent aussi dans la durée, donc dans le temps long. Mais ça, c'est pas écrit dans le CV. C'est pas écrit Donc comment est-ce qu'on va chercher ça dans le processus de recrutement ? C'est en parlant. Alors d'abord, ce qu'on essaie quand on parle en particulier d'équipe dirigeante ou de cadre. Oui, c'est plutôt à ce niveau que tu recrutes, toi, personnellement. Voilà, donc souvent, d'abord, on s'appuie sur souvent des chasseurs de tête. Ah oui. Voilà, et en général, on travaille. Je dirais depuis longtemps avec les mêmes chasseurs de tête en qui on a qui vous connaissent, confiance, qui nous connaissent, et c'est vraiment important que ils comprennent bien ce qu'on a besoin, ce qu'on recherche, parce qu'en fait il y a des personnes qui sont très bien dans certains types de sociétés, mais pas dans d'autres, quoi. Donc c'est vraiment l'adéquation entre les deux qui est importante. Oui. Alors comment ? Donc déjà un chasseur de tête qui nous connaisse et qui va pas nous présenter, je dirais, des CV parce qu'il faut. Il a fait la sélection. Et qui aussi qui va déjà creuser cet aspect personnalité. Personnalité. Vous prenez, je dirais, l'engagement long terme. Donc c'est nous on prend des collaborateurs pas pour une vie, mais on se dit il faut aussi qui reste, je dirais, minimum 5 ans, 10 ans, ça peut se lire dans le CV.
Exactement, voilà, par effectivement ce qu'ils ont fait dans le passé, qu'est-ce qui les fait bouger, comprendre leur situation personnelle, enfin voilà. Alors, encore une fois, parfois on se trompe, hein, mais donc voilà. Donc des tests de personnalité quand même qui posent voilà. les choses. Donc effectivement, donc nous on travaille aussi depuis maintenant 30 ans avec une personne en particulier qui à chaque fois fait ce qu'on appelle des évaluations. Voilà, donc c'est un test et après elle passe 1 heure, 1 heure et demie avec la personne, encore une fois, à bien comprendre ses attentes, voilà, ses valeurs, est-ce qu'il y a bien une adéquation et j'avoue que parfois, alors que voilà, j'allais engager la personne, l'évaluation n'a pas été bonne et franchement, j'ai préféré passer mon chemin. Et ça, c'est pas toujours facile parce qu'on est parfois pressé de mettre la personne sur sa fonction. Exactement. Donc et ça, là, il y a effectivement un dilemme. Une bonne remarque où effectivement, et moi, je dirais, c'est mon message à tous les entrepreneurs. Naturellement qu'on est poussé parce que il y a personne dans le poste, etc. Et les équipes vous disent, il faut absolument quelqu'un, on s'en sortira pas, etc. Mais j'avoue qu'il faut résister à ça. La pression du délai. Exactement, parce qu'on sait très bien que quand on embauche, après voilà, la personne elle reste pour longtemps, voilà, en général. Ça coûte cher aussi de se dire on s'est trompé, voilà, on arrête, il faut tout reprendre le processus. Donc il vaut mieux peut-être perdre entre guillemets quelques mois au début, mais quand même avoir voilà, être se dire voilà, on a la bonne personne et j'avoue qu'il y a une règle, c'est que si on commence à avoir si on a quelques doutes au départ, il faut pas prendre parce qu'en général les doutes, il y a pas de doute, voilà, ils continuent. Alors bien évidemment parfois il faut faire voilà quelques compromis, on a rarement l'oiseau rare, mais encore une fois ça se trouve et voilà, donc sachez perdre du temps, au moindre doute, ne pas faire. Parce qu'encore une fois, quand on a quelqu'un de moyen, d'abord, voilà, on a besoin, encore une fois, de talent engagé, on a besoin d'excellence et de plus en plus, mais ça déteint sur toute l'organisation. Et on voit bien, et ça c'est flagrant, que des fois, 1 ou 2 personnes dans une équipe peuvent tout changer en bien ou en mal. Et en particulier l'état d'esprit. Et effectivement, quand on a une personne comme ça, dans un mauvais état d'esprit, dans une équipe, ça démotive voilà, les autres. Et inversement, ça peut créer un formidable élan. Est-ce que tu as l'impression que le fait d'être une entreprise familiale dans un univers, la pharma, qui ne comporte pas trop d'entreprises familiales, c'est plutôt attractif d'une certaine manière pour les cadres, les dirigeants ? Est-ce que, au contraire, peut-être la taille de l'entreprise fait que vous ne pouvez pas proposer des rémunérations qui soient les mêmes que des grandes multinationales ? Comment tu vois votre position là-dessus, votre force par rapport au potentiel d'attractivité? Alors, naturellement, être dans une entreprise familiale, ça a beaucoup, beaucoup d'avantages. Il y a aussi des inconvénients. Donc, effectivement, les avantages, c'est que on s'inscrit vraiment dans le long terme. On a une stratégie long terme. Voilà, les gens et les collaborateurs restent chez nous aussi pour longtemps. La performance court terme est importante, bien évidemment, parce que c'est en étant performant à court terme voilà, qu'on a du cash, qu'on peut investir, etc. Mais effectivement, comparé, je dirais, en particulier aux fonds financiers aujourd'hui, qui possèdent une bonne partie des laboratoires pharmaceutiques, on n'est pas dans une pression, une chasse des coûts phénoménale. Et surtout, quand on voit ces fonds financiers qui, du jour au lendemain, débarquent tout le monde, ou quand effectivement les objectifs sont pas atteints, licencient tout le monde, là, on n'est pas du tout dans ce schéma-là. Donc nous, effectivement, en tant qu'entreprise familiale, on arrive d'abord à créer du sens, à créer des forts climats de confiance, ce qui fait que les gens, voilà, se sentent bien chez nous. Donc oui, il y a beaucoup de collaborateurs, d'ailleurs issus de ces gros laboratoires pharmaceutiques ou fonds qui nous ont rejoints et qui disent mais c'est génial chez vous parce que d'abord on a de l'autonomie, on sait pourquoi on bosse. Il y a un visage sur l'actionnaire. Exactement. Après on a certes
moins de moyens, certainement moins de possibilités aussi d'évolution. C'est clair. Mais j'allais dire, on s'éclate. Je dirais ce que l'on fait ou les décisions qu'on prend, c'est beaucoup plus visible. Donc effectivement, il y a plein d'avantages. Maintenant, et tu l'as souligné, Bruno, effectivement, on n'est pas les entreprises qui payons le plus, et en particulier les top dirigeants. On n'a pas effectivement on a des plans d'action gratuites, mais extrêmement raisonnables, etc. Voilà. Maintenant, effectivement, si vous voulez faire fortune, non, ça sera pas chez nous. Vous allez bien gagner votre vie, vous allez, je dirais, vous éclater. Voilà. Donc effectivement, parfois, naturellement, on a des demandes. Oui, regardez, surtout que maintenant, quand vous êtes une société cotée, vous devez effectivement déclarer et informer sur la rémunération des dirigeants. Donc forcément, les gens se comparent. Et naturellement, nous aussi, on a des demandes. Mais je veux dire, on y résiste et on met en avant, je dirais, nos atouts. Mais je dois dire que il y a, je dirais, une trentaine d'années, quand on disait qu'on était une entreprise familiale, on avait même un peu honte. Ah oui, on le disait du bout des lèvres. Oui, c'était un peu ringard. Familial voulait dire plutôt poussiéreux. Oui, voire paternaliste aussi, paternaliste, une entreprise lente, etc. Et je trouve que, d'une manière générale, pas dans la pharma, mais dans tous les secteurs, l'image de l'entreprise familiale a évolué. Et voilà, il y a des très très belles entreprises familiales, voilà, dans le luxe ou autres, qui réussissent. Et je trouve que là, l'esprit a changé. Et au contraire, je veux dire, dans la pharma, les 25 dernières années, il y a eu énormément de fusions d'acquisitions où, je vous dis là, les cadres ou les dirigeants valsaient alors qu'ils avaient été toute leur vie dans une entreprise. Ça fait beaucoup de casse sociale et on a pu effectivement, je dirais, récupérer entre guillemets et accueillir ses collaborateurs échaudés. Alors on parle d'entreprise familiale. Au début, à l'introduction, je disais que tu étais présidente du conseil de famille. Donc à côté d'un conseil de surveillance qui est là pour veiller à la pérennité et au développement des entreprises, vous avez créé un conseil de famille. Alors pour ceux qui sont pas trop familiers avec ce concept, ça sert à quoi un conseil de famille? C'est pour préparer le barbecue du 14 juillet ou Non. Donc effectivement, on a des conseils de famille. On en a, je dirais, 3 par an. Oui. Donc là, ce sont les enfants de ton papa et vos enfants. Nous aujourd'hui, le conseil de famille, c'est avant tout la G2. Donc c'est très restreint. Tes frères et sœurs. C'est effectivement avant tout mes frères et sœurs. Et conjoints? Ils sont invités? Non, pas les conjoints. Voilà. Donc là, ça dure une journée. Donc vous êtes 4, deux fois par an. Avec un ordre du jour. Naturellement, on parle de Virbac en particulier. Voilà, de la marche à suivre, des principaux. Qu'est-ce qu'on veut en tant qu'actionnaire pour cette entreprise? Voilà. C'est l'amont de la stratégie, quoi. Et voilà, exactement, les grandes orientations, voilà, donc on en parle. Et puis après, on parle après de la préparation effectivement de la nouvelle génération. Et c'est vrai que ça nous et ça m'a en particulier toujours animé depuis 25 ans. Il y a combien de petits-enfants de ton papa? Donc maintenant ils sont 12. Ils sont 12, oui. Et effectivement, je dirais, on y a travaillé depuis, je dirais, 25 ans. Et là aussi, ça a été, c'est toujours en cours, je dirais, quand même un process. Donc, on a fait aussi des séminaires où là, on a englobé tout le monde, des séminaires de travail, mais on essaye effectivement de faire aussi, pour que tout le monde se connaisse mieux, pour que ça soit festif, organiser aussi des week-ends ou des voyages, je dirais, en famille. Donc, et puis, on s'est aussi attelé à transmettre, je dirais, la nue propriété de nos entreprises. Donc là aussi, c'est quelque chose qu'on a fait maintenant il y a 8-9 ans. Donc, alors qu'on avait à peine 50 ans. Donc, c'était très, très important pour nous
de préparer l'avenir et de mettre ça, j'allais dire, derrière nous, parce qu'on voit trop d'entreprises effectivement qui ne préparent pas les choses et qui, à un moment donné, ça inquiète tout le monde, et y compris le management et les salariés. Et je dois dire que moi, ça m'a rassurée aussi, parce qu'effectivement, moi, ma vie, je les ai consacrée, j'allais dire, aux entreprises familiales, et je voulais pas que le destin, à un moment donné, je sais pas moi, si un de mes frères, un de mes sœurs casse sa pique, etc., et que ses enfants puissent pas, je dirais, payer les droits, et que voilà, tout ça précipite, et on a un devoir justement en tant que... C'est peut-être en réponse au décès brutal de ton papa que t'as anticipé toi. Parce qu'il l'avait anticipé, on a pu le garder. Complètement. Et pour moi, je dis souvent que ma première mission, c'est en tant que chef d'entreprise, c'est justement de préparer la suite, que ça soit au niveau de ma famille ou au niveau de l'entreprise, c'est-à-dire d'avoir derrière moi, je vais dire encore une fois, des équipes solides, personne n'est irremplaçable. Et un actionnariat impliqué, responsable. Oui. Aussi. Voilà. Ouais. Quand je lisais des interviews de toi dans la presse, j'ai vu qu'il y avait un sujet qui te tenait à cœur aussi, c'est comment est-ce qu'on fait en sorte que les femmes occupent des postes de direction dans l'entreprise. Et là, est-ce que tu milites au sein de tes entreprises pour ça? Est-ce que, par exemple, dans le comité de direction de Virbac et de Panpharma, il y a des femmes qui sont impliquées? Oui. Alors, il y en a de plus en plus. Donc, d'abord, l'industrie pharmaceutique, c'est quand même assez féminisé. Ah oui, c'est vrai. Voilà, donc d'une manière générale... On part déjà avec un bon bilan. Voilà, 55%. Une petite parenthèse, tu as commencé mon interview en parlant de vétérinaire. Moi, quand j'ai fait ma classe préparatoire, on était 20% de femmes. Bah oui, puis maintenant, je pense que c'est 90%. Hein. Maintenant, c'est 90%. C'est ça. Les femmes ont pris, entre guillemets, effectivement... La profession. C'est pareil pour les pharmaciens et c'est pareil pour le médecin. Cela étant, encore une fois, moi je suis pour aussi la mixité et le fait que ça soit, je dirais, trop féminisé. Non, c'est pas mieux. Mais effectivement, je dirais, souvent ce qui nous manque, nous les femmes, parce qu'en fait, je crois que depuis 5 ans, j'ai lu des études, les femmes en France ont des meilleurs diplômes et sont mieux formées que les hommes. En revanche, effectivement, et en particulier dans les postes de direction, c'est majoritairement encore les hommes qui les occupent. Alors, il y a une question familiale, mais beaucoup aussi tient au fait qu'on n'ose pas, nous les femmes, est-ce qu'on va pouvoir faire le job, etc. Est-ce que c'est conciliable avec ma vie perso? Exactement, voilà. Et donc, moi, je dirais... où je me dis j'ai peut-être un rôle, c'est d'abord montrer l'exemple et c'est ce que j'ai montré à mes filles d'ailleurs, dire oui on peut conjuguer et on a cette chance en France énorme justement il y a 80% d'ailleurs des femmes en France qui travaillent, il y a des structures de crèches, etc. Et aussi je dirais la culture, c'est-à-dire qu'on culpabilise pas, en tout cas beaucoup moins que par exemple en Angleterre, en Allemagne ou en Suisse, les femmes qui travaillent. Dans ces pays que je citais, c'est pas possible de à la fois être mère et avoir une vie professionnelle. Alors qu'en France, c'est pas le cas. Bon, naturellement, on se culpabilise toujours un petit peu, nous, en tant que femmes, mais globalement, j'allais dire, c'est admis. Et puis voilà, puis il y a des structures sur lesquelles on puisse se reposer. Et ça, c'est énorme. Voilà. Donc moi, mon rôle, c'est d'abord montrer l'exemple. Et c'est vrai que souvent, on a besoin, d'exemples auxquels on peut s'identifier. Et après, parfois, quand je sens que, quand on propose un poste de direction à une femme, je sens qu'elle hésite, je vais la voir et je lui dis attends, mais vous pouvez et voilà et souvent je lui explique et voilà et en général elles prennent le job et naturellement elles sont souvent très très bonnes. Il y a des choses très pratiques quand même, c'est est-ce qu'à 18h on organise des réunions encore qui vont empêcher les femmes d'aller s'occuper de leurs enfants si elles en ont envie? Exactement, effectivement. C'est pas réservé aux femmes d'ailleurs. Exactement. Mais est-ce que les choses changent pour ça? Vous avez mis en place des règles pour faire en sorte que tous ceux qui veulent s'impliquer comme parents, hommes ou femmes,
puisse le faire oui, vraiment. ça change, Oui, effectivement. ça change. Donc, effectivement, comme tu le disais, le fait que, voilà, après 18 heures, voilà, plus de réunions. Plus de réunions. Pendant les week-ends aussi, voilà, on essaye d'éviter les mails, Ouais. mais mine de rien, effectivement, il y avait pas mal de services qui s'envoyaient les mails. Donc, quand on n'était pas là, la conversation, Ouais. et on débarquait le lundi, on était out. Ah oui, Donc là, effectivement, le droit à la... c'est carton jaune maintenant. oui, voilà. Donc, on Un fait peu. extrêmement attention. Par exemple aussi, le fait, quand on est en congé, je dirais maternité, d'avoir les mêmes augmentations que si on était resté dans l'entreprise, même voir le bonus. Oui, ça, c'est du concret. Ça, c'est du concret. Également, quand on a un enfant malade, voilà, il y a des facilités. Donc, effectivement, c'est des choses Oui. voilà, très concrètes. Il suffit pas de le dire et de le vouloir, faut mettre en place des choses qui vont faire que ça sera possible. Exactement. Voilà. Ok. Ben Marie-Hélène, on arrive au terme de notre échange. J'ai 2 questions pour terminer. Est-ce qu'il y a d'autres métiers que tu aurais aimé faire, à part veto ou chef d'entreprise? Alors, oui, bien évidemment. Mais alors, c'est rigolo parce que mes enfants, naturellement, on les a beaucoup aidés à cheminer pour choisir le métier qu'ils souhaitent dans leur vie professionnelle. Et à chaque fois, ils me mettaient en boîte en me disant, mais maman, de toute manière, il y a que le métier d'entrepreneur qu'elle trouve génial. Bon. Et à chaque fois, voilà, elle nous dit que c'est le... Voilà, donc c'est ça ta réponse? Non, mais j'aime bien ce métier d'entrepreneur parce qu'il est extrêmement complet. Mais moi, d'une manière générale, j'adore, je dirais, mener à bien des projets avec des équipes. Donc ça, on peut le faire dans n'importe où. Dans la culture. Exactement, dans des tas de métiers, des tas de métiers différents. Donc tu aurais pu faire beaucoup de choses à condition de faire en équipe. Oui. Voilà. Et une dernière question, un jour sans doute tu vas transmettre le flambeau comme présidente du conseil de surveillance de Virbac à je ne sais qui, peut-être un membre de la famille, de la G3 probablement. Qu'est-ce que tu aimerais entendre de sa bouche lors du pot de départ? J'aimerais surtout qu'elle dise merci, je dirais maman, puisque c'est ce qui... Non, mais merci maman, parce que j'ai en tête plus une fille en particulier qui s'y prépare, mais merci de m'avoir formée et de m'avoir donné le goût et l'envie. Et parce que c'est un challenge et une vie merveilleuse qui s'ouvre devant moi. Parce qu'effectivement, moi, ce que j'ai envie, c'est que, bon, puisqu'on parle surtout de mes enfants ou des enfants de mes frères et sœurs, qu'ils soient heureux je dirais, d'avoir cette responsabilité. Ce qu'on veut pas, c'est des gens qui le fassent par devoir. Voilà. Et donc, le fait de dire, mais c'est génial, voilà, je vais être heureuse, je vais m'éclater, j'ai été formée. C'est ça, pour moi, ça serait le plus beau cadeau. Parce qu'effectivement, c'est un souci permanent de se dire, j'espère qu'on leur fait pas peser un fardeau trop lourd. Et ce qu'on a essayé d'éviter en leur disant, mais vous savez, vous êtes libres, etc. Ouais. Mais ce qu'ils nous disent, oui, ok, les parents, on est libres, mais on a quand même en nous, l'esprit du devoir, etc. Donc, on n'est pas complètement libre. Et effectivement, moi en particulier, j'ai une fille qui a choisi d'être médecin. Et qui finalement là, qui a 30 ans, va faire un MBA. Et elle nous a dit finalement, bon, elle a mis du temps, mais à cheminer, mais en disant, j'aurais été dans une autre famille, c'est clair que j'aurais fait complètement autre chose. Mais comme je suis née dans la famille... on fait avec qui on est et d'où on vient aussi. Voilà, et bon, voilà. Donc... Mais c'est important quand même de le rechoisir. En tout cas, j'ai l'impression que tu es une femme qui a choisi ta vie. Marie-Hélène, bravo pour tout ça et merci pour ce moment partagé. J'étais heureux de vivre un moment avec une consoeur, ce qui n'est pas si fréquent pour moi. Merci à toi. Merci Bruno. Au plaisir. Merci.